Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci de vous être inscrits à ce webinaire sur les véhicules électriques. Donc, voilà, c'est un webinaire qui a lieu donc, de 18 h à 19 h. Vous êtes plus de 120 inscrits. Donc, je vous propose pour commencer de dire quelques mots sur notre association. Donc, c'est une association qui a été créée fin 2021. Nous avons actuellement plus de 800 followers donc sur le compte LinkedIn avec un relais des sujets, donc des relevés des sujets d'actualité toutes les semaines. Donc, on vous incite à nous suivre notre compte LinkedIn. Et voilà, je souhaiterais relever plus particulièrement un article récent de fond qui a été réalisé par un de nos membres sur les clés de compréhension de la politique énergétique de la France, du discours de Belfort à la consultation citoyenne. L'idée de cette association, c'est bien d'aborder des sujets de fond et de vous apporter les clés de compréhension pour un débat apaisé et sur les enjeux énergétiques voilà, qui sont au cœur de l'actualité. Donc, pour revenir sur le sujet, donc lié évidemment à la décarbonation du secteur des transports, vous dire très rapidement comment va se dérouler le live. Donc, il va y avoir une période voilà, de 25-30 minutes qui va être réservée à nos quatre intervenants. Donc, je vais leur poser des questions très ciblées sur le sujet véhicule électrique, notamment versus le véhicule thermique et les trajectoires, les freins à l'adoption. Et puis, parce que c'est l'objet de ce type de live, on va passer à une session de questions-réponses. Donc, vous avez la possibilité, vous voyez Q&R, vous avez la possibilité de soulever des questions dans ce Zoom en bas de votre écran. Donc, et nous les sélectionnerons les questions et nous les poserons à la fin de l'exposé de nos intervenants. Donc, vraiment, n'hésitez pas, c'est votre moment. Vous avez une demi-heure, vous pourrez poser toutes vos questions sur le sujet. Donc avant de donner quelques chiffres, quelques dates et de lancer le débat, tout simplement, je vais donner la parole à nos intervenants pour se présenter. Alors, je les donne dans l'ordre de l'écran que je vois. Je donnerai la parole d'abord à Olivier et je vous remercie tous les quatre d'avoir accepté d'intervenir à ce live. Merci Nicolas. Donc, moi, je suis Olivier Vidal, je suis directeur de recherche au CNRS dans un institut qui s'appelle l'Institut des sciences de la Terre à Grenoble. Et je m'intéresse plus particulièrement aux relations entre énergie, matières premières, infrastructures à construire dans des pays en évolution économique. Merci Olivier. Et donc, on va avoir des profils très complémentaires. Donc, je te donne la parole, Johan, pour te présenter. Bonjour à tous, Johan Tardy, je suis le directeur général de Calista Énergie, qui est un producteur d'électricité et également un opérateur de bornes de recharge. Mais j'interviens ici plus spécifiquement en tant qu'utilisateur de véhicules électriques. Ouais, c'est juste que j'étais en train de Ça voir. fait depuis 2016 que je roule exclusivement en véhicule électrique. Voilà. Merci. Et membre très actif de notre association, comme Greg, à qui je te donne la parole. Bonsoir à tous, Greg de Temerman, je suis chercheur associé à l'École des mines de Paris et je dirige une structure qui s'appelle Zénon, qui fait de la prospective technologique où on regarde toutes les technologies pour la décarbonation et pour la capture du CO2 dans l'atmosphère. Très bien. Voilà, donc vous voyez à peu près de quoi vont parler nos intervenants et je te donne la parole, Xavier, surtout maintenant. Bonsoir, je suis Xavier Moreau, je suis consultant en stratégie et je travaille sur l'intégration des véhicules électriques avec le système électrique, notamment sur le cadre réglementaire, les modèles d'affaires possibles et les marchés de l'énergie. Merci Xavier. Alors, moi, ce que je vous propose, c'était un peu la méthode qu'on avait adoptée dans le précédent live. C'est vraiment de mettre les chiffres, les dates un peu au milieu de la table et puis après de pouvoir vous poser des questions ciblées, toujours dans l'optique de vous donner des éléments les plus factuels possibles. Alors, premier élément factuel, donc selon l'ADEME, le secteur des transports représente 33% de la consommation d'énergie finale en France en 2015 contre 29% en 1990. Il est également principal émetteur de CO2 avec 39% des émissions. Donc, les voitures individuelles, donc, dans ce contexte, sont aujourd'hui responsables d'environ 60% des émissions totales de CO2 du transport routier en Europe. Donc, on voit bien que développer la mobilité lourde en encourageant l'acquisition de véhicules peu polluants sera un levier essentiel pour atteindre la neutralité carbone et réduire cette pollution. On
On peut citer un élément de contexte qui est que le Parlement européen a adopté le 8 juin 2022 une mesure visant à la fin, donc qui doit être adoptée dans chacun des États membres, qui vise à arrêter la vente de voitures neuves thermiques en 2035. Et donc aujourd'hui, le parc automobile français entame une phase d'électrification massive. Je donnerai quelques chiffres et après j'arrêterai de parler, je donnerai la parole aux intervenants. On peut dire que l'année 2022 a été un bon millésime pour la mobilité électrique. Alors, en décembre, les ventes de véhicules ont dépassé celles du diesel avec 16% contre 14%. Et sur l'année, donc, on a plus de 219 000 véhicules tout électriques ont été vendus, soit une croissance de plus de 26% par rapport à 2021, alors que globalement, le marché de l'automobile est en baisse de quasiment 8%. Donc, on voit qu'il y a différentes mesures d'aide de l'État, notamment le bonus écologique. Il y a également la multiplication des offres des constructeurs et cette interdiction des véhicules thermiques qui ont stimulé ce marché. Et je finirai un dernier mot, et notamment Johan sera plus précis que moi sur ce point-là. La France compte au 31 décembre 2022 plus de 82 000 points de recharge, soit une progression de 53% en un an, avec des stations donc, qui se développent à la fois sur les aires d'autoroute, sur les parkings de supermarchés ou encore dans les parcs stationnement en cœur de ville. On parle même donc d'atteindre donc les 100 000 points de recharge en 2023. Donc, une fois qu'on a donné ces dates et tous ces chiffres, on va partir un petit peu dans les questions à nos intervenants. Donc, en fait, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit match entre véhicules thermiques et véhicules électriques. Et donc, dans ce cadre, donner la parole à Olivier pour nous parler un petit peu du bilan matière du véhicule électrique et notamment en comparaison par rapport aux véhicules thermiques. Oui, je peux commencer par ça. Évidemment, je ne vais pas dresser un bilan exhaustif, hein, ça serait un petit peu long. Mais si vous voulez bien, je voudrais vous montrer quelques slides pour illustrer mon propos. Donc, il faudrait me donner le partage d'écran. C'est bon? Oui, c'est bon. Toc, partager. Alors, la difficulté quand on parle de bilan matière, c'est qu'on est obligé de raisonner sur des temps longs et donc de faire des modèles. Ce qui est un peu ma tasse de thé, mais ce qui est aussi source évidemment d'incertitude. Donc, l'important, c'est d'avoir des modèles qui sont assez cohérents entre eux. Alors, la première chose, c'est d'avoir une idée de l'évolution du parc de véhicules au cours du temps et combien on aura de véhicules en 2035 ou 2040 pour pouvoir faire justement ces estimations de matière. Alors, pour ça, il faut avoir une idée de l'évolution de la population, bien sûr, hein, puisqu'on a plus de véhicules quand la population augmente, mais également, je dirais, du niveau de richesse marqué par le PIB par habitant. Et en combinant les deux, on est capable de calculer l'évolution par pays du parc automobile. C'est ce que j'ai représenté sur cette figure pour la France, où en bleu, ici, vous avez les données historiques hein, du parc de véhicules légers français, et puis en rouge, une modélisation qui prend en compte cette évolution ici de population et de PIB par habitant. Évidemment, si on change les évolutions de population et de PIB, on va changer également le parc. Mais prenons une évolution qui semble assez raisonnable. Et on arrive à la conclusion que dans le futur, pour la période de temps qui nous intéresse, qui est marquée par ce petit carré ici, on aura une évolution du parc de véhicules légers qui sera relativement modeste en France et qui devrait rester aux alentours de 40 millions de véhicules. Ensuite, on peut rajouter une contrainte qui est 100% de véhicules électriques. Moi, j'ai pris en 2040. Alors, le nombre de voitures vendues en France, neuves, que l'on calcule, est donné par cette courbe verte aux alentours de 2 millions de véhicules par an. Si vous mettez une contrainte supplémentaire qui est 100% de véhicules en 2040, vous arrivez à environ 2 millions, un petit peu plus de 2 millions de véhicules qui doivent être vendus tous les ans en 2040 et qui sont des véhicules électriques, alors que, comme tu le disais, Nicolas, tout à l'heure, actuellement, on est plutôt sur 200 000. Donc, ça veut dire qu'il faut multiplier les ventes annuelles de véhicules électriques par un facteur 10
pour les quelques prochaines années jusqu'en 2030 ou 2040. Donc ça, ces résultats, hein, c'est des résultats d'un modèle dynamique, sont tout à fait cohérents avec ce qu'on observe depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, où on est à peu près à 2 millions de véhicules vendus par an, avec finalement assez peu de variations. Il y a des fluctuations, bien sûr, mais on reste aux alentours de 2 millions de véhicules. C'est les barres noires, là. Et puis, le marché de l'occasion, lui, monte à environ 5 millions de véhicules échangés par an. Alors, si on utilise le petit modèle que je vous ai très brièvement proposé sur la slide précédente, je répète, hein, une très forte augmentation du nombre de véhicules électriques total vendus, et le marché de l'occasion, lui, par contre, ne se développe qu'au rythme, évidemment, des ventes de véhicules neufs, hein, électriques. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 2040, ici, eh ben, on a à peu près 1,5 million de véhicules électriques qui sont disponibles à la vente, alors que les ventes totales devraient être aux alentours de 5 millions. Donc finalement, les véhicules thermiques en 2040 représenteront encore la majeure partie, ou en tous les cas plus de 50% du marché de l'occasion. La question qui se pose déjà à ce stade, avant de parler des matières premières, mais ça sera sur ma prochaine slide, c'est finalement si on fait un bilan entre actuellement et 2040 du nombre de véhicules neufs vendus, eh bien, on arrive à la conclusion qu'il faudra vendre 25 millions de véhicules électriques sur 20 ans. Et là, on se pose déjà la question, est-ce que ça va être possible? Est-ce que ça sera possible d'atteindre ce chiffre si les véhicules électriques restent au prix actuel, qui sont environ 2 fois le prix des véhicules thermiques? Alors, une fois qu'on a fait tout ça, ben, on peut maintenant calculer la topologie du parc total de véhicules en France. Et ce que l'on voit, donc là, il s'agit d'un stock, hein, on a à peu près 40 millions de véhicules immatriculés, comme je le disais précédemment. Le coin gris ici, c'est la part de véhicules électriques. Et ce qu'on voit, c'est que même en 2040, on a une progression très, très forte, hein, mais on aura encore 50% de véhicules thermiques. Et là, maintenant, on peut commencer à faire des estimations du bilan de matière, hein, puisqu'on a les parts modales des différents types de véhicules dans notre stock. Ce que l'on voit ici, je vous montre des résultats pour quelques éléments, notamment qui sont dans les batteries des véhicules électriques avec les technologies actuelles, batteries lithium-ion. Il s'agit du cobalt, du nickel et du lithium. Et ce que l'on voit, c'est la patate verte ici qui nous montre la consommation, l'évolution de la consommation en tonnes par an de ces différents éléments. Et en vert, c'est pour le secteur du transport. Et ce que l'on voit, c'est qu'il faudra multiplier par 10 la quantité de cobalt utilisée, par 10 aussi la quantité de nickel et la quantité de lithium. Donc ça c'est très fort, hein, comme signal. Ça veut dire que les besoins en matières premières vont augmenter très fort si on veut suivre ce scénario de pénétration très, très rapide des véhicules électriques. C'est vrai également pour d'autres éléments comme le cuivre, par exemple, hein, qui est un élément pas utilisé seulement dans les batteries, bien sûr. Il a d'autres applications, notamment dans le secteur de la construction, ici en bleu, ou de l'énergie en rouge. Mais ce qu'on voit, c'est que la quantité de cuivre sera multipliée par 3, la quantité de manganèse sera multipliée aussi environ par 3. Et ça, évidemment, ça nous interroge. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, hein, de répondre à ces besoins, mais en tous les cas, ça interroge un peu sur cette capacité à effectuer la transition, en tous les cas sur les contraintes. Je terminerai là-dessus, juste pour illustrer ce que ça veut dire. Vous avez peut-être entendu parler du projet Imerys, hein, qui vise à produire du lithium en France, notamment pour équiper les véhicules électriques. Imerys annonce être capable de produire assez de lithium pour équiper 700 000 véhicules électriques en 25 ans. 700 000 véhicules électriques, c'est ce qu'on consomme, enfin c'est ce qu'on va vendre en une année en 2027. Donc, ça montre bien quand même le gap qu'il y a. C'est très bien, hein, qu'Imerys, à mon sens, qu'Imerys produise du lithium, mais ça montre le gap qu'il y a entre les capacités de production, notamment de lithium annoncées actuellement en France, et puis les besoins qu'on a pour cette industrie du véhicule électrique. Donc, les 3 messages que moi j'aimerais faire passer, c'est qu'il faut vendre à peu près 25 millions de véhicules électriques neufs en une vingtaine d'années. Donc, que le prix des véhicules doit baisser significativement, puisque les véhicules les plus vendus en France actuellement
les 3 premiers se situent dans une gamme de prix entre 12 et 20 000 euros. Et là, c'est au constructeur de proposer une offre adaptée. Quelles conditions d'approvisionnement en matières premières et à quel prix? À mon sens, si on veut diminuer les besoins en matières premières, il faut essayer de changer le gabarit de ces véhicules électriques et ne pas vouloir absolument copier les performances des véhicules thermiques. Là aussi, je pense que les constructeurs ont une possibilité de manœuvre. Il faut travailler sur l'usage, nos relations au service rendu, par le déplacement individuel par rapport à collectif. Et puis, les questions, elles sont posées différemment si on habite en ville, en banlieue, en campagne. Bon. Donc là, il y a un aspect sciences sociales qui est assez important. Et le troisième point qui me semble important, c'est que la réglementation est essentielle. Et le signal donné aux industriels, là, que des véhicules électriques en 2040, c'est un signal qui est très, très fort. Moi, je ne doute pas qu'ils sauront s'adapter aux contraintes que j'ai mentionnées avant et même aux contraintes matières, parce que les règles du jeu sont très claires maintenant. Voilà. Merci Olivier. Je suis certain qu'il y aura des questions supplémentaires tout à l'heure, et merci d'avoir résumé ces 3 messages clés qui sont très importants. J'ai envie de donner la parole à Greg pour nous parler un petit peu de la comparaison du bilan carbone donc par rapport aux véhicules électriques et notamment par rapport entre véhicules thermiques, entre électriques et thermiques. Je te donne la parole, Greg. Ouais, je ne peux pas montrer mon écran par contre. Ok. Alors en ça va attendant, arriver je normalement. vais meubler. Ouais. Ça y est, on vient de te donner l'accès. Merci. Alors, évidemment, la raison pour laquelle on veut électrifier les transports, c'est pour baisser les émissions. Tu l'as rappelé en tout début de live, l'impact des émissions, du moins la part des émissions qui sont dues au transport en France est extrêmement élevée. Je voudrais partager avec vous 2 graphes. L'un qui vient d'une étude qui a été publiée par l'ICT, qui vient de 2021 et qui calcule sur l'analyse de cycle de vie complète d'un véhicule, quelles sont les émissions de CO2. Parce qu'on a tendance à entendre quand même beaucoup d'inepties un peu sur les véhicules électriques et leurs émissions. Ce qui est clair sur un véhicule électrique, c'est qu'il coûte plus d'énergie à construire et donc il émet plus de CO2 à la construction. Et c'est sur l'ensemble de l'utilisation qu'on va récupérer ces émissions. Si on regarde ici ce qui a été fait, donc sur l'ensemble du cycle de vie, on considère une durée de vie des véhicules d'à peu près 200 000 km, donc une distance parcourue de 200 000 km sur la durée de vie. Pour 4 endroits, l'Europe, les États-Unis, la Chine et l'Inde, et pour 2 périodes de temps, donc pour un mix électrique qui correspond par exemple à l'Europe en 2021 ou qui correspond à ce qu'on attend en 2030. Et vous aurez à chaque fois une comparaison entre un véhicule thermique et un véhicule électrique. Ce qu'on voit directement, c'est que dans tous les cas, même en Chine, et on pourra en discuter après, une voiture électrique de cette gamme émet moins de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie qu'un véhicule thermique. Et si on regarde en fait, les gros postes sur lesquels on économise, c'est la fabrication de la voiture, et ça veut pas la même chose, puisque là, on a le moteur à faire en moins, mais on a la batterie à faire en plus. La batterie a tendance à demander pas mal d'énergie et émet pas mal de CO2 à la construction. Et la grande part sur laquelle on économise, c'est principalement l'économie de carburant, mais pas de carburant, c'est d'électricité. Les gains qu'on va faire vont dépendre évidemment du contenu carbone de l'électricité. On a beaucoup plus de gains en Europe et on aura encore beaucoup plus en 2030. On a beaucoup plus en France. En France, c'est 3 à 4 fois moins d'émissions qu'on a sur la durée de vie d'un véhicule parce qu'on a une électricité très bas carbone. En Chine, les bénéfices sont moindres, mais ils sont quand même existants. Pourquoi? Principalement parce que l'efficacité énergétique d'un véhicule électrique, est bien meilleure qu'un véhicule thermique. Un moteur thermique, un bon moteur thermique, c'est 30-40% d'efficacité. Un moteur électrique, c'est directement 90-95% assez facilement. Donc, en termes de consommation énergétique, on a beaucoup moins. Et donc, on voit que dans tous les cas, on a un gain entre le véhicule électrique et le véhicule thermique. Et juste un deuxième graphe qui est un peu plus complexe, mais qui montre exactement la même chose, c'est ce qui vient d'être publié l'année dernière par le GIEC dans son rapport du groupe 3, donc sur les solutions au changement climatique. Et il compare en fait, il catalogue un ensemble d'études pour différents types de véhicules en fonction du mix carbone. On va regarder juste 2, ce qui est la partie thermique ici, notamment par exemple la partie diesel, la partie essence,
et les voitures à batterie en fonction du mix électrique. Et on voit que seulement dans le cas où l'électricité est complètement fournie par un mix au charbon, donc si j'ai 100% de mix, enfin, d'électricité fournie au charbon, alors un véhicule électrique est pire qu'un véhicule thermique. Dans tous les autres cas, on a des gains qui sont significatifs, même si l'électricité est 100% faite au gaz naturel, les gains par rapport au diesel sont relativement importants, encore une fois, grâce à l'efficacité énergétique. L'autre chose qui est important de rappeler, c'est que l'intensité carbone des véhicules électriques va diminuer au fur et à mesure que les mix électriques vont se décarboner. Alors, malheureusement, ils ne se décarbonent pas tous suffisamment rapidement, mais au fur et à mesure, on décarbonera l'électricité, on décarbonera encore plus la mobilité électrique, de même que la fabrication des batteries. Donc, le gain va avoir tendance à augmenter avec le temps. Voilà. Merci Greg. Donc, on va bien pour le moment. C'est plutôt très positif. Voilà. On va rester de toute façon ce soir très positif, mais il y a aussi des contraintes. Alors, on a envie de parler un peu dans la deuxième partie justement sur les trajectoires du véhicule électrique et finalement les freins à l'adoption. On voit qu'on a là, tout un contexte qui est hyper favorable, mais en pratique, est-ce qu'on va y arriver et quels sont les freins? Donc, je redonnerai la parole justement à alors oui, avant ça, j'avais un point avec Xavier, justement. J'avais noté ce point-là, en effet, Xavier. C'est les autres éléments à prendre en compte, et notamment les services rendus au réseau. On en avait parlé longuement, donc je vais te laisser parler de ce point-là, qui est un point très important également. Voilà. Oui, je voudrais expliquer que le véhicule électrique peut avoir des externalités positives et apporter des bénéfices au-delà de la décarbonation et de la réduction de la pollution. Et pour ça, je voudrais vous présenter quelques slides. Parce que pour qu'un véhicule électrique puisse apporter d'autres bénéfices, il faut utiliser ce qu'on appelle du smart charging, c'est-à-dire piloter la recharge de ce véhicule électrique. Donc le smart charging, c'est quand on peut mesurer et contrôler à distance la recharge du véhicule électrique. Ou alors, aller encore un cran plus loin, donc moduler la puissance de recharge, et donc ça s'appelle du V1G en anglais, c'est une modulation de la recharge donc dans un sens, ou aller encore plus loin et transformer le véhicule électrique en une ressource énergétique distribuée, une véritable batterie sur roue. Ça s'appelle du véhicule to grid, et là on charge et on décharge de l'énergie de la batterie du véhicule électrique, toujours en modulant la puissance. Alors, pourquoi ça peut être très utile? Parce qu'en fait, l'énergie est très variable. Par exemple, la consommation quotidienne connaît un pic le matin et un autre pic le soir vers 19 h. Et si on peut réduire ces pics en déplaçant une partie de la consommation la nuit ou dans le creux de l'après-midi, on aplatit un petit peu la courbe de charge, ce qui est déjà bien. Mais on peut faire encore mieux si on récupère de l'énergie dans les creux, c'est-à-dire la nuit ou l'après-midi, et on la restitue au moment des pics pour effacer ces pics de la charge de puissance. Et pour faire ça, l'idéal, c'est les batteries, et il se trouve qu'on va avoir un déluge de batteries qui va arriver d'ici 2030, avec plus de 2 TWh de batteries qui vont arriver chaque année, de 120 gigafactories en Europe, et 80% de ces batteries iront dans des véhicules électriques. Et ces véhicules vont être stationnés dans les garages, les parkings, les rues, les dépôts, plus de 90% du temps. Donc pendant tout ce temps-là, si on peut mobiliser cet immense gisement de flexibilité, on aura à disposition un actif de flexibilité, une capacité de stockage qui sera presque 10 fois celle qu'on a aujourd'hui dans les barrages. Et ça peut donc rendre du service à l'échelle du pays, à l'échelle de la France. Si on regarde la courbe de consommation en France, aujourd'hui, la courbe verte que vous voyez à gauche, elle a bien ces 2 pics le matin et le soir. Si on fait de la recharge pilotée, on va largement effacer ces pics, les aplatir. Et si on fait de la recharge V2G, bidirectionnelle, là, on peut complètement aplatir la courbe de charge grâce à cette technique. Donc ça permettra de fournir des bénéfices aux conducteurs, aux propriétaires de véhicules électriques, parce qu'ils sont rémunérés pour fournir ces services au système électrique.
Mais ils peuvent aussi, avec la même technologie, réaliser des économies à leur niveau, à leur échelle. Pour bien comprendre, il faut avoir à l'esprit quelques ordres de grandeur. Un véhicule électrique, quand vous le rechargez chez vous, c'est à peu près 7 kW de puissance et il a une batterie de 50 kWh qui peut stocker quelques jours de consommation de votre foyer. Par exemple, votre chauffe-eau, il va consommer 10 kWh par jour, votre pompe à chaleur, au pire de l'hiver, 30 kWh. Et la batterie de votre véhicule électrique peut aussi stocker jusqu'à 3 jours de production de vos panneaux photovoltaïques. Et donc, dans ce dernier cas, si vous stockez dans l'après-midi, quand le soleil est au zénith, l'excès de production d'énergie solaire de vos panneaux photovoltaïques que vous ne pouvez pas consommer dans votre maison, vous le stockez dans la batterie de votre véhicule et vous le restituez au moment du pic du soir pour ne pas consommer à ce moment-là et ne pas contribuer au pic national. Un autre bénéfice qu'on peut avoir de cette technologie, c'est de réduire son empreinte carbone en chargeant son véhicule électrique au moment où le mix du réseau est le moins carboné. Donc, par exemple, au milieu de la nuit, quand il y a beaucoup de vent ou quand les centrales nucléaires tournent alors qu'il y a peu de consommation. Et puis ensuite décharger dans la journée au moment où le mix du réseau est très carboné, ce qui évite de faire appel au mix du réseau qui tourne sur des centrales à gaz ou centrales à charbon, et donc réduit l'empreinte carbone. Donc voilà, c'est juste 2 exemples de ce que l'utilisation des véhicules électriques peut apporter au réseau électrique dans son ensemble au moment où on va électrifier de plus en plus d'usages et où il y aura de plus en plus besoin d'électricité. Merci Xavier. Donc, tu refais la transition que j'avais fait tout à l'heure. Les véhicules électriques vont se développer et donc je vais redonner du coup la parole à Olivier pour essayer de nous dépeindre les scénarios de développement du véhicule électrique. Les scénarios, il y en a plusieurs, il y en a toute une variété. En tous les cas, il y en avait toute une variété au niveau européen qu'on pouvait trouver dans la littérature. Là, maintenant, avec une décision qui est prise avec un objectif très cadré, un scénario, il n'y en a qu'un. Donc, la question, c'est plutôt, est-ce qu'on arrivera peut-être à le réaliser et quels peuvent être les freins pour poursuivre ce chemin? Donc, j'ai un petit peu anticipé tout à l'heure. Moi, les freins, j'en vois 2 personnellement, qui ne sont pas technologiques. C'est des freins plutôt économiques, de type le prix à payer, si on regarde le prix des véhicules actuellement. Et puis l'autonomie, qui était en tous les cas une interrogation. Je ne dis pas que c'est un problème actuellement, mais c'est souvent une interrogation. Donc ça, moi, c'est les questions que je me suis posées avant d'acheter moi-même un véhicule électrique également. Voilà. Donc ça veut dire que si on envisage le véhicule électrique en fait comme un véhicule, comme on envisageait le véhicule thermique, il faut des grosses batteries, enfin on va dire à peu près 50 kWh. Le prix est haut, une Zoé actuellement, ça coûte entre 35 et 40 000 euros. Donc même avec toutes les primes qu'on peut avoir, ça reste quand même réservé à une certaine frange de la population. Et ça, à mon avis, c'est un frein parce que c'est pas en adéquation avec la vitesse de pénétration. Bien sûr, on récupère sur l'usage du véhicule, le coût de l'entretien est bien moindre, le prix du carburant est bien moindre, etc. Mais n'empêche qu'il faut encore rouler très très longtemps avant de rembourser cette différence de prix. Donc, si pour la personne qui a moins de moyens, pour se procurer un véhicule électrique, ça va être difficile, d'autant plus que j'ai essayé de le montrer tout à l'heure, le marché de l'occasion ne va pas se développer au rythme des ventes de véhicules neufs. Il y a toujours un temps de latence. Bon, les véhicules les plus vendus actuellement, la Dacia Sandero, Peugeot 208 et je ne sais plus l'autre, la Clio, c'est entre 12 000 et 20 000 euros. Donc, je pense qu'il faut faire des véhicules de ce prix-là. L'évolution du prix des carburants est essentielle.
Si on a une évolution du prix de l'essence et du diesel qui est dans la continuité de ce qu'on a vu ces derniers mois, ça peut aussi être un facteur absolument déterminant. Mais quel va être le prix de l'électricité? Donc, c'est pareil. Là, il y a des choses qu'on ne domine pas trop et qui me semblent essentielles. Et puis après, l'autonomie, j'en dirais juste un mot qui repose sur mon expérience personnelle. Moi, j'ai un tout petit véhicule électrique qui a une batterie de 27 kWh, une autonomie de 200 km. Certes, ça peut poser des problèmes si on veut partir à l'autre bout de la France, ou en tous les cas, un autre mode de remplissage de son réservoir. Mais pour 90% de l'utilisation, c'est largement suffisant. Donc, c'est une voiture qui pèse moins d'1 tonne. La batterie pèse 200 kilos. Enfin, voilà. Donc, moi, je pense que c'est dans cette voie qu'il faut aller en envisageant le déplacement individuel de manière différente par rapport à celui qu'on envisageait avec un véhicule thermique. Voilà. Merci Olivier. Donc, je vais donner la parole à Johan parce que qui dit véhicule électrique dit infrastructure de recharge. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, merci Nicolas. Oui, puis notamment revenir sur l'ensemble des freins à l'adoption du véhicule électrique qui sont de plusieurs ordres. Il y a celui qui est psychologique, il y en a un qui est sociétal et qui va être de plus en plus présent à mon avis. Il y en a un économique, Olivier vient d'en parler. Et puis technique, il y a l'autonomie et les infrastructures de recharge. Psychologique peut-être rapidement dessus. On a eu l'habitude de se transmettre de manière intergénérationnelle l'utilisation du véhicule thermique. Sur le véhicule électrique, il y a de nouveaux usages, de nouvelles façons d'utiliser et un nouveau comportement qu'il faut apprendre et qui n'est pas transmis, entre guillemets, par nos parents. Donc voilà, il y a le phénomène assez classique. Je ne connais pas, donc je me méfie. Mais je pense que ce frein, il va être assez vite levé au fur et à mesure de l'adoption du véhicule électrique et puis du partage d'expériences. Sociétal, il va venir parce que aujourd'hui, l'industrie automobile thermique, c'est énormément d'emplois en Europe. Et le passage au tout électrique qui a été voté ne se fera pas sans un accompagnement des entreprises et des salariés qui vont être impactés par cette transition. Et ça, c'est un très, très gros enjeu. Sinon, vous aurez mécaniquement toute cette population qui travaille aujourd'hui pour ce secteur qui viendra lutter contre cette transition. Et donc, économique, juste pour peut-être préciser, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a deux marchés automobiles quelque part, celui de la voiture comme nécessité et celui de la voiture comme objet de rêve. Et c'est vrai qu'on a aussi bien, on a un véhicule, le marché du véhicule électrique se développe sur les deux créneaux, peut-être plus en ce moment sur le véhicule de rêve qui copie le modèle thermique. Et donc, effectivement, on pourrait s'inquiéter que la transition ne se fasse pas nécessairement dans le bon sens, mais Greg de Temerman le montrait. Dans tous les cas, on a quand même un effet positif sur les émissions de CO2. Et puis technique, je vais peut-être, et pour parler de la recharge, parce que ça a été longtemps une très grande inquiétude sur le passage, on a fait un bond qualitatif absolument incroyable dernièrement. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, je pense que oui. Là, c'était pour reprendre l'évolution du parc automobile et donc la montée en puissance du véhicule électrique, où on était de l'ordre de 450 000 à fin 2021, purement électrique, et de l'ordre de 700 000 à fin 2022. Et aujourd'hui, si je vous montre l'autre, hop, et cette fois un autre graphique. Alors les documents que je vous montre là sont issus des baromètres de l'AVER,
AVERE, qui édite cela en partenariat avec les institutions pour montrer comment se développe et évolue tout ce qui est lié à l'automobile électrique. Et là, vous avez la recharge, pardon, je vais essayer de ne pas bouger, selon la catégorie de puissance. Et c'est là où c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les deux catégories les plus foncées, c'est-à-dire les bornes de plus de 150 kW et les bornes de plus de 350 ou égales à 350 kW, qui se sont massivement développées cette année avec grosso modo entre fin 2021 et fin 2022 une multiplication par 5 de ce type de points de recharge. Et je dirais que c'est ça qui est très très important parce que ça fait un saut qualitatif au-delà du nombre de points de recharge et de ce fameux objectif de 100 000 points de recharge. Ce qui est important, c'est surtout ces points de recharge à forte puissance qui permettent d'envisager le véhicule électrique comme un véhicule qui peut traverser un pays, enfin, notamment en France, on peut clairement aujourd'hui, grâce à ça, traverser sans risque la France, qui n'était pas le cas clairement des premiers électromobilistes, typiquement en 2016, quand on traversait la France, on pouvait être inquiet. Parfait. Alors, en jouant en parallèle, c'est très bien. On a reçu pas mal de questions. N'hésitez pas à continuer là dans des questions-réponses. Merci, Johan. En effet, l'aspect également socio-économique est essentiel. Avant de démarrer le chat, j'avais envie de vous poser une petite question qui est sur le recyclage des batteries. Est-ce que vous avez des éléments à nous préciser? Si ce n'est pas le cas, pas un souci. Est-ce que ces batteries se recyclent facilement ou pas? Oui, le jour où elles se recycleront facilement. Le Oui. problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a pas à recycler. Oui. Et donc, on se retrouve avec des industriels comme Renault qui avaient des projets de batteries de seconde vie et finalement, les batteries, elles ne revenaient pas, donc ils ont réduit la voilure. On se retrouve avec d'autres industriels comme Umicore qui avait construit, enfin qui a une usine de recyclage de batteries à Hoboken en Belgique qui finalement tourne à même pas un tiers de sa capacité parce que elle dure beaucoup plus longtemps qu'initialement envisagé. Oui, 95 ou même aujourd'hui 95 et bientôt 99% des métaux dans les batteries peuvent se recycler. Alors, il y a certains polymères, certains films, etc., qui se valorisent thermiquement, mais qui ne sont pas recyclés. Mais en poids, on a 95% du poids qui est recyclable. Ensuite, il faut que ça vaille le coup. Donc, dans une batterie lithium qui a du manganèse et du cobalt, il y a des métaux qui ont beaucoup de valeur, le cobalt, le manganèse. Dans d'autres batteries, comme les lithium fer phosphate, le fer et le phosphate ont moins de valeur, donc ça vaut peut-être moins le coup de les recycler. D'accord. Je voudrais juste présenter oui. un slide sur ce sujet-là pour que tout le monde comprenne bien, si c'est possible de me redonner le partage d'écran. Voilà, donc là, c'est les prévisions de volume de batteries qu'il va y avoir à recyclable. Vous voyez en vert celles qui sont placées sur le marché chaque année. Hein. Là, on parle de térawattheures. Et en rouge, celles qui vont revenir pour du recyclage, là, en rose. Vous voyez que ce n'est pas avant 2035-2040 qu'on aura des volumes significatifs de batteries à recycler. Donc, ce n'est pas un problème pour tout de suite. Donc, le message, voilà, contrairement à ce qu'on peut entendre ou lire, c'est que ce n'est pas pour tout de suite. Et oui, on pourra recycler l'essentiel des composants de la batterie. C'est très important quand même parce que Pardon, vas-y.
Enfin, je suis tout à fait d'accord, bien sûr, avec ce que vient de dire Xavier. Le recyclage, ce n'est pas un problème de techno, on saura faire, c'est un problème de flux, hein, puisque le recyclage, c'est vraiment, on n'est pas sur un stock, on est vraiment sur un flux. Donc, tant qu'on est en période de très, très forte croissance, si la durée de vie est de 15 ans d'une batterie, bah, on ne peut recycler que ce qui a été produit 15 ans avant. Et on comprend bien qu'en période de croissance, ce décalage, il est majeur. Par contre, je voudrais juste rajouter qu'un très bon exemple de recyclage, c'est le plomb, et notamment le plomb des batteries classiques, hein, c'est un des métaux les plus recyclés. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une filière de collecte des batteries qui est établie, et ça fonctionne depuis longtemps, etc. Et on peut raisonnablement penser que ça sera la même chose pour les batteries des véhicules électriques actuellement, sauf si on change complètement de techno, ce qui, à mon avis, est peu probable à horizon 2040. Mais voilà, donc ça ne devrait pas poser de problème, je crois aussi. Et juste pour compléter, Nicolas, si vous voulez aller un peu plus loin sur ce sujet, on peut vous conseiller de regarder le reportage film à contresens de Mark Müller, dans lequel il est allé filmer quelques initiatives sur le recyclage qui sont assez intéressantes. Il montre, voilà, c'est faisable. Encore une fois, il n'y a pas de volume pour le moment. Très bien. Très bien. Alors, je vois les questions-réponses qui sont remplies. Donc, je propose de passer sur ces questions tout de suite. Alors, je lis une question. Les cycles de charge-décharge vont fortement accélérer l'usure et donc réduire la durée de vie de la batterie. Je vous l'ai dit, je restais positif, mais voilà, là maintenant, il s'agit d'aborder les sujets qui fâchent. Qu'est-ce que vous pouvez nous répondre à ça? On pense notamment aussi à l'hiver, on va consommer encore plus la batterie, surtout quand il fait froid, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Est-ce que vous avez des réflexions sur cet état de fait? J'ai des éléments, là, si je peux partager mon écran. Donc, en fait, oui, ça impacte la batterie, mais pas fortement. Donc, est-ce que je pourrais partager mon écran, s'il vous plaît? On va te donner la parole. Ça y est. Voilà. Donc, je voudrais vous présenter la courbe de dégradation, enfin des statistiques de dégradation de Tesla Model S et X, donc les premières générations de véhicules électriques qui ont été conçus il y a plus d'une dizaine d'années avec les technologies de l'époque, donc des batteries NCA, et on voit que la dégradation est vraiment très faible, qu'à 200 000 miles, donc 320 000 km, on a encore plus de 90% de la capacité de la batterie. Donc, certes, ça se dégrade un peu, mais vraiment, ce n'est pas un vrai problème. D'autant plus que si on compare les différentes causes de dégradation, on voit sur la courbe bleue que c'est le vieillissement de la batterie, donc le vieillissement calendaire, qui est le plus gros facteur de dégradation, suivi de la façon dont est conduit le véhicule, donc les accélérations subites pour démarrer au feu vert ou au pérage en appuyant à fond sur la pédale d'accélérateur, ou les recharges très rapides très haute puissance, et dans une bien moindre mesure, l'utilisation de la batterie, comme je le présentais pour du smart charging du véhicule to grid, où on va, par exemple, faire des charges et décharges pendant la journée. À ça, il faut rajouter qu'il y a des nouvelles technologies de batterie qui arrivent. Donc récemment, on a vu les batteries LFP arriver, donc lithium fer phosphate, qui ont des durées de vie beaucoup plus longues. Et il y a encore d'autres chimies de batterie, des améliorations, une meilleure gestion du pack, thermique du pack, etc. Ce qui fait envisager certains de faire des batteries qui permettront au véhicule de parcourir 1 million de miles, soit 1 600 000 km. Et dernier élément, quand on fait du véhicule to grid, on peut même améliorer la durée de vie de la batterie parce qu'on va pouvoir jouer très finement sur les cycles de charge-décharge et on prouve que finalement, de jouer finement sur ce niveau de charge de la batterie en permanence permet de contrebalancer l'effet calendaire qui est le plus gros facteur pour le vieillissement de la batterie. Merci. Alors, j'ai une question qui a été allouée à Greg. J'avoue, elle est très longue et a beaucoup de chiffres. Pourquoi parler de rendement des convertisseurs moteurs, 95% électrique versus 30% thermique?
alors que les outils de production électrique aujourd'hui sont majoritairement des centrales thermiques avec un rendement de 40% environ. Et donc, si on prend toute la chaîne de conversion, on retourne à des rendements qui ne sont plus que de 25% pour l'électricité, comme pour le thermique. Alors, il y a plusieurs points. La réponse va être un peu Désolé, convolue. très long. La première chose, c'est que généralement, on parle en termes de rendement, en termes d'énergie finale, donc d'énergie finale et énergie utile. Donc, combien d'énergie, que ce soit de l'électricité ou de l'essence, on met dans la voiture et combien on récupère en mouvement. Si on fait ça sur une voiture thermique, on récupère à peine une vingtaine de pourcents de l'énergie chimique qu'on a à brûler. Une grosse partie est perdue en chaleur, l'efficacité dans le moteur, on a les freins, le poids, etc. Une voiture thermique, on récupère déjà beaucoup plus, puisqu'entre l'électricité qu'on injecte, enfin, qu'on a mis dans la batterie, qu'on injecte dans la batterie et le mouvement qu'on récupère, c'est jusqu'à 80% de l'énergie qu'on récupère. Pourquoi on ne parle pas en termes d'énergie primaire, donc comment on convertit le charbon en électricité, par exemple, ou l'uranium en électricité, parce que d'une, à un moment ou à un autre, il va bien falloir arrêter d'utiliser du charbon, et de deux, c'est que ça pose un problème de comptabilité, notamment quand on va vouloir intégrer les renouvelables, puisque comment on compte le facteur conversion primaire électricité pour un panneau solaire ou pour une éolienne, c'est des conventions, ça ne dit pas grand-chose. Mais même donc, c'est plutôt de la comptabilité de dire on s'intéresse à l'énergie finale, l'énergie qui est vraiment utile. D'une, parce que le système fossile doit diminuer en importance et on espère qu'il va le faire un peu plus vite que maintenant. Et donc, ce qui va nous importer, c'est vraiment l'électricité finale. Et dans un système qui est fortement électrifié, qui sera le cas dans un système décarboné et qui n'a pas de source fossile, c'est l'énergie finale qui est la valeur importante et pas tant l'énergie primaire. Donc, c'est plus pour refléter la réalité physique d'un système énergétique qui va changer. Merci Greg. La question n'était pas évidente et merci d'avoir présenté la réponse sous forme didactique. Alors, je vais essayer d'accélérer parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de questions. Pourquoi alors, pas pourquoi, mais bonjour plutôt. Le véhicule électrique hydrogène peut-il avoir une petite place dans la mobilité de demain et peut-elle avoir des avantages par rapport à la véhicule électrique à batterie? Voilà, est-ce qu'on peut parler un petit peu donc, du véhicule à hydrogène, dont on dit que c'est peut-être le futur véhicule, enfin le véhicule de demain, d'après-demain du coup. Je peux peut-être commencer, parce qu'on a travaillé sur la question. Oui. Le problème de l'hydrogène, c'est encore un problème de rendement là aussi. Enfin, il y a plusieurs problèmes avec l'hydrogène. L'hydrogène, en théorie, ça a une densité énergétique massique plus élevée que celle de l'essence. Si on prend 1 kg d'hydrogène, il y a 3 fois plus d'énergie qu'un kilo de pétrole. Donc sur ce point-là, c'est extrêmement intéressant. Par contre, c'est un gaz très léger. Donc pour l'utiliser, il va falloir le compresser, voire le liquéfier. Mais surtout, l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique, donc il faut le produire. Et pour le produire, il faut de l'électricité bas carbone, on va le produire à partir d'eau, on va faire de l'électrolyse de l'eau, ça a un certain rendement. Il va ensuite falloir utiliser une pile à combustible pour reconvertir l'hydrogène en eau. Et donc, c'est des pertes énergétiques qui sont loin d'être négligeables. L'autre chose, c'est que pour l'instant, l'hydrogène, il est à 99% produit par du gaz naturel ou par du charbon. Donc, il est extrêmement émetteur. Si on avait une voiture à hydrogène maintenant par rapport à une voiture à essence, il vaudrait mieux avoir une voiture à essence. Et la production d'hydrogène, donc l'hydrogène pose des défis, il va falloir décarboner la production existante d'hydrogène, ça ferait 95 millions de tonnes d'hydrogène qu'on utilise dans le monde qu'il va falloir décarboner. Si on commence à ajouter des usages de l'hydrogène, ça implique des taux de déploiement pour les électrolyseurs, etc., qui sont extrêmement compliqués. L'hydrogène, c'est aussi un gaz qui ne se transporte pas facilement sur les très longues distances. Donc la question, c'est on peut produire de l'hydrogène localement, l'utiliser dans des usines, etc. Faire voyager de l'hydrogène sur 5000, 10 000 km comme ça, c'est pas extrêmement facile. La voiture électrique, elle fonctionne, elle a un meilleur rendement. Donc pour l'instant, il n'y a aucun avantage économique à utiliser l'hydrogène. Dans 30, 40 ans, peut-être que la situation sera différente, mais pour l'instant, il n'y a aucun avantage. Voilà, y compris pour les poids lourds, j'entendais voilà, des usages d'hydrogène pour les poids lourds notamment. Même pour les poids lourds, on peut montrer qu'en fait, l'électricité de la batterie est extrêmement intéressante parce que les camions ne font pas autant de kilomètres qu'on le pense, notamment en Europe. 50% des camions font moins de 400 km par jour et ça, on s'est déjà électrifié. La pénalité en termes de poids n'est pas si énorme que ça. Et l'hydrogène, c'est quand même un gaz qui est extrêmement inflammable dans des grandes concentrations avec l'oxygène. Ce qui veut dire que ça pose quand même des problèmes de sûreté, enfin de sécurité. C'est un gaz qui diffuse facilement à travers certains métaux. Donc, c'est quand même un peu moins marrant à utiliser que d'autres choses. Ouais, je voudrais rajouter pour les poids lourds, dans le cas particulier de l'Europe, il y a une réglementation européenne qui fait que le chauffeur doit s'arrêter toutes les 4 heures.
Donc, un poids lourd qui roule 4 heures à 90 km/h va faire 360 km. Donc, on est bien dans l'autonomie possible aujourd'hui pour un poids lourd électrique. Le chauffeur va s'arrêter 3/4 d'heure. Il y a un nouveau standard de recharge pour les poids lourds qui s'appelle le MCS, Megawatt Charging Standard. Donc, comme son nom l'indique, ça permet de charger à 1 MW. Et donc, en 3/4 d'heure, on va recharger sans problème le poids lourd et il va repartir pour de 360 km de plus, voire un peu plus. Donc, tous les logisticiens aujourd'hui sont organisés en plateformes qui sont espacées de 360 km les unes des autres, parce que les chauffeurs veulent rentrer chez eux le soir, en fait, et ils en ont marre de partir plusieurs jours à travers l'Europe. Donc, au final, le poids lourd à hydrogène serait une solution à un problème qui n'existe pas. On peut, avec des poids lourds électriques, assurer 90-95% des flux logistiques actuels. Intéressant. Je propose de passer à la question suivante. Si quelqu'un voudra rajouter quelque chose. Non, c'est bon pour vous. Alors, donc ensuite, la stratégie prônée par le directeur général de Renault depuis la crise du Covid est de vendre moins mais gagner plus, c'est-à-dire vendre des véhicules de plus en plus grosses avec plus de technologie et des matériaux. Et pensez-vous, donc Johan, tu en as parlé un petit peu, ne pensez-vous pas que ce modèle risque de se poursuivre avec les véhicules électriques, avec notamment des modèles Tesla ultra technologiques et l'avenir n'est-il pas vers des véhicules électriques low-tech, notamment pour des déplacements urbains? Comment pousser les constructeurs vers cette solution? Je ne sais pas si Johan, notamment, tu voulais répondre. C'est le client qui choisit. Il y a deux aspects. Soit c'est le client qui choisit, soit c'est la loi qui l'impose. Et en fait, c'est quasiment aussi simple que ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez… En fait, je pense qu'aujourd'hui, surtout, on le voit dans les chiffres de vente de 2022, vous avez en tête la 208. En deuxième position, c'était la Dacia Spring. En troisième position, vous avez la Tesla Model 3. Donc, en fait, on a les deux types de clients déjà. Comme les véhicules sont chers, Olivier le précisait aujourd'hui, vous avez mécaniquement le marché des véhicules haute technologie, c'est ce que j'appelais véhicules rêve, en tout cas rêve dans le sens reproduction du modèle thermique historique qui est dominant. Mais au fur et à mesure que les prix arriveront à diminuer, on basculera mécaniquement aussi sur le véhicule en tant que juste nécessité. Et puis, peut-être que le futur, ce n'est pas 2 millions de véhicules par an. On voit que la sobriété, de toute façon, va être intégrée à la fois chez les consommateurs, chez les constructeurs. Olivier, tu voulais réagir peut-être? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant. Moi, j'ai l'impression que si on veut cette pénétration massive, je me répète, hein, il faudra avoir des véhicules abordables. Ce n'est pas forcément la direction qui est prise par tout le monde actuellement, mais ça peut changer. Il y a des initiatives type Gazelle, et également françaises, hein, qui vont dans ce sens-là. Donc, voilà. Quand le marché sera saturé avec des véhicules très chers, à ce moment-là, si un constructeur veut écouler ses véhicules, il les vendra moins cher et il proposera une autre gamme, je pense. Merci beaucoup. Alors, la personne nous dit, j'entends qu'on est désormais capable de produire des batteries sans cobalt ou encore qu'on pourrait utiliser de l'aluminium plutôt que du cuivre. Je crois aussi comprendre que le lithium serait irremplaçable, qu'il va falloir multiplier son extraction par 40 en 20 ans, qu'il est abondant dans l'écorce terrestre, mais que le facteur limitant serait de l'ouverture de nouvelles mines. Correct, pas correct? Je peux peut-être en dire quelques mots. Oui, bien sûr, Oui. il y a toute une zoologie de batteries qui existe, hein. Même dans les lithium-ions, il y a effectivement les lithium fer phosphate, il y a plein de types de batteries, il y a les NMC qui contiennent du cobalt, et puis il y a des cellules lithium-ion
sans cobalt, qui existent aussi. Hein. La Tesla, si je ne me trompe pas, la dernière cellule de Tesla ne contient pas de cobalt. Donc oui, on sait faire des choses, c'est très clair. Tant qu'il n'y a pas de contraintes, que ce soit des contraintes un peu éthiques, enfin un peu beaucoup même dans le cas du cobalt, hein, qui est fabriqué principalement en RDC sous des conditions qui ont été dénoncées en tous les cas, et qui alimente une partie de la guerre civile. Tant qu'il n'y a pas des contraintes fortes de ce type-là, on va vers les solutions les plus éprouvées et les plus simples. Mais la technologie des batteries, c'est quelque chose qui est extrêmement dynamique. Hein. On a eu un prix Nobel en France sur le sujet il n'y a pas longtemps. On peut imaginer plein de batteries. La batterie sodium, même si elle n'a pas la bonne densité énergétique, est quand même encore un point d'interrogation. Voilà, il y a des batterières. Voilà. Donc, il faut faire confiance aussi aux ingénieurs, hein, je pense, qui travaillent sur le sujet. C'est pas parce que ça fonctionne en laboratoire que ça sera opérationnel, mais quand même, il y a énormément de développement qui est fait là-dessus. Donc, c'est normal que les questions soient posées là et que la personne qui a posé la question demande est-ce que c'est correct, pas correct. On est un peu dans le flou quelquefois parce que les technos évoluent très rapidement. Merci beaucoup. Donc, je laisse ça. Oui, Greg, je te donne la main tout de suite et après Xavier peut-être. Juste pour préciser ce qu'Olivier dit, par exemple, cette année, on estime que sur les 2-3 dernières années, le marché des batteries pour les voitures a bougé très rapidement sur des batteries qui ne contenaient pas de cobalt. 40% des batteries cette année sont estimées à être des batteries, enfin l'année dernière, pardon, parce qu'on est en 2023, étaient des batteries lithium, fer, phosphate, donc il n'y avait pas de cobalt. Donc le marché évolue extrêmement rapidement. Pour la remplaçabilité du lithium, oui, c'est vrai que c'est un tout petit atome, il est extrêmement chimique, donc il y a une très haute densité d'énergie. Mais cette année, CATL lance sa première batterie au sodium. Alors, elle a une densité énergétique un petit peu moins importante, mais elle est quand même pas très mauvaise. Et si on regarde en fait les courbes de progression, les batteries qu'annonce CATL au sodium cette année sont aussi bonnes que ce qu'on avait il y a quelques années sur les meilleurs lithiums. Donc, le marché évolue quand même très vite, les technologies évoluent très vite. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir du sodium? Parce que c'est beaucoup plus abondant et beaucoup moins cher que le lithium. Donc, ça enlève quelque chose. Et si on n'utilise pas de cobalt et qu'on utilise du fer et du phosphate, c'est beaucoup plus abondant et ça enlève quelques problèmes que mentionnait Olivier, par exemple, sur le cobalt. Donc, c'est vraiment un marché qui bouge vite. Est-ce que Xavier, tu souhaites rebondir? Ouais, je voudrais juste rajouter que je me rappelle en 2017, tout le monde ne jurait que par les batteries lithium-ion dites NMC, donc avec du manganèse et du cobalt. Et le LFP, c'était considéré comme peu performant, ça allait bien pour les bus, mais bon, vu la densité volumétrique, il n'y avait rien à faire. Et puis en fait, il y a des petits malins qui se sont dit, oui d'accord, mais ça a d'autres avantages, c'est beaucoup plus sûr, donc on a besoin de moins de systèmes de sécurité, moins de régulation thermique, et on va supprimer une étape qui est le module, on va aller directement de la cellule au pack, et finalement, quand on regarde la densité volumétrique au niveau, pas de la cellule, mais au niveau du pack, c'est pas si loin que ça comparé au NMC qui a du cobalt. Et le jour où Tesla a réalisé ça, ils en ont mis dans leur voiture et hop, tous les autres constructeurs se sont dit, oula, il y a un truc là. Et c'est pour ça que je m'attends dans les prochaines années à ce qu'il se passe la même chose, peut-être avec le sodium-ion, où certes, sur le papier, d'un point de vue chimique, ça a l'air moins performant, mais des petits malins vont trouver des véhicules pour lesquels ça correspondra bien, qui ont le profil d'usage qui va bien. Donc c'est pas de la pure chimie, c'est aussi de l'ingénierie, de la commercialisation, de l'adaptation, où finalement il peut y avoir de la substitution quand un matériau devient trop cher par une autre solution. Je voudrais rajouter un point sur le cobalt, qui vient essentiellement de République démocratique du Congo. Par contre, les problèmes éthiques, c'est avec les mines artisanales. Et là, on parle de l'industrie du véhicule électrique, qui est une industrie de haute technologie qui a besoin d'un cobalt de très haute qualité. Donc là, ce n'est pas acheté à des mineurs artisanaux, c'est acheté à Glencore, à des géants de la mine, des pros du process qualité, de la traçabilité, du suivi, etc. Je peux vous dire qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent dans leur mine. C'est vraiment des industriels professionnels, ce n'est pas de l'artisanal. Donc, le problème des mines artisanales et les problèmes éthiques, c'est que donc les autres batteries, les batteries de moins bonne qualité, des objets de tous les jours, etc., beaucoup plus petits.
Après, peut-être juste, excuse-moi, très, très rapidement, il y avait, au-delà du cobalt et de ce type d'éléments, il y avait remplacer le cuivre par de l'aluminium, qui était dans la question que tu as posée. Ça, c'est pas gagné, hein. Effectivement, bon, on peut remplacer du cuivre par de l'aluminium dans des lignes haute tension et ce genre de choses. Sur des petits volumes, autour d'un moteur, etc., le problème de l'aluminium, c'est que c'est un moins bon conducteur quand même. Donc il faut augmenter la taille des pièces. Et ça, c'est pas, à mon avis, c'est pas tout à fait en phase avec la possibilité de miniaturisation, etc. Les seuls exemples vraiment de substitution du cuivre par l'aluminium pour de la distribution d'électricité, pas pour des hautes tensions, hein, pour de la distribution d'électricité, ça a été tenté dans les années 60, si je me rappelle bien, au Canada, dans les maisons individuelles, et puis ils ont arrêté parce qu'elles prenaient feu, hein. Donc ici, il y a une vraie difficulté, non seulement de volume, mais également de conduction de l'électricité qui, si elle n'est pas bonne, risque d'enflammer les choses, hein. Donc, il y a un aspect sécurité aussi là-dessus. Ouais, mais là encore, il faut avoir une approche systémique et d'ingénierie de l'ensemble du système, parce que si on change l'architecture des véhicules de 400 volts à 800 volts, on n'a pas les mêmes intensités de courant, etc. Donc, il faut voir. À chaque fois, il ne faut pas se focaliser sur un élément, mais prendre du recul, une approche systémique et voir dans cette approche systémique s'il n'y a pas une autre solution, une autre approche à mettre en œuvre. Alors, les questions difficiles, il y en aura peut-être encore après, mais là, je vois des questions faciles. Donc, c'est voilà, pour reprendre la respiration. Quelle est l'influence des fast charge sur la durée de vie des batteries, s'il y en a? Donc, les recharges rapides ou très rapides. Je sais pas, Johan ou Xavier. Ouais, bah c'est pas très bon, hein. Je crois même que c'est Porsche qui recommande de pas trop le faire et qui fournit pour ses véhicules un mode pour limiter la puissance de recharge. Donc, vaut mieux. C'est le graphique que je montrais, hein. C'est ce qui use le plus les batteries, hein. En fait, quand on recharge la batterie, il y a un courant très intense qui passe à travers, les ions qui se déplacent d'une électrode à l'autre. S'il y a trop d'intensité, évidemment, ils vont tous s'empiler au même endroit et ça va créer des petites excroissances qui peuvent conduire à des courts-circuits. Donc, non, la recharge à très haute puissance, ce n'est pas l'idéal. C'est un des facteurs de vieillissement principaux. Très bien. Alors, le temps défile, donc j'enchaîne. Donc, les poids lourds, on en a parlé. Quelle est la durée d'un véhicule électrique en moyenne? Ça va dépendre de son usage, hein, mais fourchette. Bah, la durée moyenne d'un véhicule en Europe, c'est 19 ans d'un véhicule. Et il y a 19 ans, ça n'existait pas, les véhicules électriques, donc on ne peut pas encore vous dire. Ça, c'est. Johan, tu es prêt à. Non, mais c'est exactement ça. C'est en fait, enfin, ça existait, mais ça existait sur des technos qui n'ont rien à voir avec celles qu'on a aujourd'hui. Et pour le moment, il faudrait être enfin, il y a quelques exemples de très très gros rouleurs qui ont effectivement, je crois qu'on finit par arrêter de rouler au bout d'1 million de kilomètres, mais c'était plus en kilomètres qu'en temps. En temps, on ne sait pas en fait. Aujourd'hui, moi, ma propre expérience, c'était finalement celle que Xavier montrait sur son graphique, c'est qu'au bout de 100 000 km, on perd à peu près 5% de son autonomie, sa capacité batterie, et ce, malgré les recharges rapides également, hein. Donc, enfin, je veux dire, le véhicule est loin d'être en bout de vie, à tel point d'ailleurs que si les batteries continuent des progrès sur leur durée de vie, la question sera est-ce qu'il faut mettre en place un écosystème d'artisans pour refaire l'habitacle de la voiture, parce que lui, il ne durera pas aussi longtemps que la batterie du coup. OK. Alors, question d'après, c'est le réseau électrique peut-il supporter autant de véhicules électriques? On pense notamment à la période de pointe, notamment pour les véhicules individuels, on va tout charger en même temps le soir quand on rentre du travail.
au hasard, Johan, mais ça peut être Oui, bah, Greg. c'est quelque chose qui a été montré dans les rapports RTE, hein. Il y a pas de sujet pour le réseau électrique et tant en pointe, sous réserve évidemment qu'on fasse un peu de smart charging. Généralement, les pics de déplacement sont également des jours fériés. Puisque sinon il n'y aurait pas autant de monde sur la route. Et donc, ces enjeux, en fait, en tout cas, notre gestionnaire du réseau de transport d'électricité nous a répondu qu'il n'en était pas un pour lui. Même dans une perspective de 100% de véhicules électriques, un parc automobile où il n'y aurait que plus que des véhicules électriques. Donc voilà, là, pour aller plus loin sur la question, il faut lire le dernier rapport de RTE. Oui, alors je voudrais partager mon écran. Alors, en fait, ce n'est pas le dernier rapport de RTE, c'est un rapport qui a été publié en 2019, parfait. fait par RTE et par l'AVER. Donc, ils ont modélisé le pic de trafic selon l'étude mobilité qui a été faite par le ministère des Transports. En fait, 2 pics de trafic. Ils ont modélisé le pic de trafic pour les vacances de Noël et pour le chassé-croisé juillet-août. Et ils ont vu qu'en fait, ça pouvait passer en puissance. Quant à l'énergie, je voudrais vous montrer juste ce graphe de RTE qui montre que même à l'horizon 2035, donc à l'hypothèse qu'on aurait 16 millions de véhicules électriques en circulation, ce qui est quand même une hypothèse très élevée, finalement, la consommation des véhicules électriques, ça serait vraiment une goutte d'eau dans l'océan de la consommation et ça serait complètement absorbable par le réseau, d'autant plus qu'à cette date-là, on aura beaucoup plus de renouvelables de disponibles qui viendront se rajouter pour répondre à cette nouvelle consommation. Alors que l'ensemble de la consommation est prévu d'avoir diminué puisqu'on sera devenu plus efficace. Par exemple, on aura remplacé les convecteurs électriques par des pompes à chaleur, etc. Petite question connexe, on voit que le bouclier tarifaire a été étendu aux véhicules électriques, mais comment on gère aussi la flambée des prix de l'énergie avec liée à cette consommation d'électricité, liée à l'usage de ces véhicules électriques? Alors ça reste moins cher hein, de rouler à l'électrique. Hein. Alors TNE a fait une étude, bon malheureusement elle s'arrête à septembre, mais il montrait que ça restait 2 fois plus cher de faire le plein d'essence que de faire la recharge complète de la batterie de son véhicule électrique. Depuis septembre, il y a eu la fin des 30 centimes de réduction à la pompe, donc l'écart s'est à nouveau creusé. Si vous rechargez chez vous la nuit en heure creuse, ça restera toujours 2 à 3 fois moins cher que d'aller faire le plein avec du pétrole russe à la pompe. Voilà. Et puis ça fera l'objet d'un autre live. Hein. On parle de réforme du marché de l'électricité en Europe. Bon, voilà, ça dépasse le cadre même des véhicules électriques. Je vois beaucoup un commentaire et je pense que ça serait une des dernières questions. On voit que les constructeurs poussent quand même pour des gros véhicules. On en a parlé en partie. Est-ce que finalement, ce n'est pas le constructeur qui est en train d'imposer en fait le modèle de véhicule avec les SUV notamment? C'est une question, je reviens dessus, hein, mais vraiment, les constructeurs, ils disent, moi, je produis les véhicules que les consommateurs me demandent et m'achètent. Hein. Donc, qui est le plus responsable des deux? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que le marketing, quand même, si ça ne servait à rien, ils ne mettraient pas autant d'argent dans le marketing. Et donc, le marketing influence les choix. Et les SUV, d'un point de vue aérodynamique, c'est catastrophique. On voit la consommation entre un SUV et une berline, c'est pas du tout la même. Et dans le cadre de l'électrique, ça joue sur l'autonomie. Exactement, mais du coup, SUV électrique qui a une forme carrée cubique va aller beaucoup moins loin que le SUV très plat et très aérodynamique. Donc c'est vraiment dommage que le marketing ait fait croire aux gens que c'était plus joli ou c'était mieux une forme qui n'est pas aérodynamique. On profite pour dire au revoir à Greg. Allez-y. Est-ce qu'il y a une dernière question? Après, on va clore ce live. Allez, vas-y, Yann.
Non, mais c'est juste, il faut pas nier que le marketing existe, mais voilà, il y a un moment, si les consommateurs voulaient absolument d'autres types de véhicules, ils les achèteraient aussi. Après, il ne faut pas oublier que l'architecture des véhicules a changé avec la batterie. Les batteries, elles sont sous le plancher, ce qui a tendance aussi à privilégier cette forme. C'est-à-dire, si on regarde la Mégane électrique, on a l'impression que c'est une compacte qui a été légèrement surélevée. Je crois que l'objectif, ce n'était pas de faire un SUV, c'est juste, vous avez votre pack de batterie qui est en dessous et donc ça a surélevé un petit peu la plateforme. Et quelque chose que tu as noté et qui jouera énormément, je pense, sur les consommateurs, c'est qu'effectivement, l'autonomie n'est pas du tout la même si on prend une berline basse ou un SUV. Ça, normalement, ça devrait influencer mécaniquement le consommateur à aller vers des véhicules qui sont plus aérodynamiques. Et j'ai une dernière question sur le rétrofit. Est-ce l'opportunité de rétrofitter les véhicules au lieu d'en acheter un? On voit que le gouvernement pousse pour le rétrofit. Voilà, qui consiste à pouvoir transformer son véhicule thermique en véhicule électrique. Je ne sais pas si vous avez un mot sur. Dernière question avant de vous libérer. Alors, pour les petits véhicules particuliers, certaines entreprises ont réussi à industrialiser le process donc pour quelques modèles particuliers, parce qu'il faut que ce soit le même modèle pour avoir des pièces standards, etc. Et là, ils espèrent arriver à des coûts compétitifs. Mais bon, je suis un peu sceptique de ce qu'on arrivera à vraiment avoir des coûts qui permettent de passer à grande échelle. Par contre, pour les véhicules lourds, style les bus, là, je pense que oui, c'est très intéressant parce que un bus diesel, c'est peut-être pas enfin, il y aura un bénéfice écologique à le convertir à l'électrique avant sa fin de vie. Et là, le rétrofit, à mon avis, a tout son sens sur des véhicules lourds. On n'a pas parlé des véhicules hybrides beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut en dire peut-être qu'aujourd'hui qui se développent énormément? Véhicules hybrides, donc en fait, c'est des véhicules qui ont 2 chaînes de traction, donc plus de coûts et les inconvénients des deux, donc faible autonomie en électrique, plus de poids, donc plus de consommation, un moteur thermique sous-dimensionné parce qu'on compte sur l'électrique au moment des reprises, etc., ou pour aller à grande vitesse, un moteur électrique sous-dimensionné parce qu'on compte sur le moteur thermique. Donc c'est le pire des deux mondes. C'est une fois que les incitations fiscales auront disparu, ce qui est en train d'être le cas là, je pense que les gens vont ouvrir les yeux et ça disparaîtra parce que ça n'a aucun sens, surtout avec l'offre qu'il y a aujourd'hui en véhicules purs électriques. C'est très, voire impossible à rentabiliser un véhicule hybride qui a aussi un surcoût à l'achat. Je suis assez d'accord. Le véhicule hybride, ça peut avoir éventuellement du sens pour des applications très particulières ou je sais pas, en ville, par exemple, où on peut faire des démarrages avec le moteur électrique. Mais par contre, c'est aussi, je pense, une solution pas très bonne si on fait des parcours mixtes et où on fait plus de national que de parcours en ville, où là, on va sous-utiliser l'électricité et avoir tous les inconvénients que Xavier a mentionnés. Moi, personnellement, j'ai jamais bien compris la philosophie qu'il y avait derrière. Bon, voilà. Donc le match est gagné contre les véhicules thermiques et contre les véhicules hybrides. Bon, voilà. Donc on voit bien que ce sont des technologies qui évoluent. Donc tout ce qu'on vient de dire ici pourra être également mis à jour en fonction des évolutions technologiques. Je voulais remercier déjà les personnes qui nous ont suivis dans ce live, remercier nos 4 intervenants. Greg nous a quittés, mais a quitté ce live, mais nous avons merci Olivier, merci à Johan, merci à Xavier. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur notre LinkedIn pour voir un petit peu nos actualités et adhérer à l'association. C'est 10 € pour soutenir nos projets. Merci encore et passez une excellente soirée.